Je pense qu'en fait, on a quand même beaucoup influencé la culture quand on est arrivé. Qu'est-ce que tu fais quand on te donne beaucoup plus de budget et que tu as beaucoup plus de ressources? Comment tu le dépenses? Comment tu l'investis? En fait, tu repasses un peu en mode think like a founder, chaque euro compte. Quand tu restreins le marketing à 1 euro dépensé égale combien d'euros récupérés de l'autre côté, je pense que tu perds de la valeur ajoutée. Moi, je trouve que c'est la difficulté de notre métier. Le conseil principal que j'aurais à donner, c'est de trouver un modèle d'attribution le plus simple possible, même s'il est imparfait. Salut Leslie. Salut, Jordan. Bon, alors toi, tu es chez CoachHub. CoachHub, je suis pas sûr que beaucoup de monde connaisse. Et donc déjà, je pense que pour commencer, ça peut être pas mal que tu puisses nous présenter la boîte. Bien sûr. Alors, CoachHub, c'est le leader du coaching digital à destination des entreprises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les entreprises de toute taille, mais en particulier mid-market et enterprise level, tu vas avoir des départements RH qui vont vouloir proposer des accompagnements pour se développer à leurs collaborateurs. Donc, tu vas avoir la formation traditionnelle, tu vas avoir le e-learning, les MOOC, toutes ces choses-là. Et il y a un dispositif de développement professionnel en particulier qui est très efficace, c'est le coaching. Donc, en gros, des séances de développement avec un coach où tu vas parler de tes sujets. Et donc, c'est hyper personnalisé comme accompagnement. Et le coach va vraiment pas être dans une posture justement où il va te former, t'expliquer ce que tu dois faire, mais plutôt t'aider à trouver toi-même tes propres solutions et répondre à tes propres problématiques. Et donc, historiquement, cette modalité-là, elle était assez confidentielle et réservée plutôt à des personnes qui avaient du temps et des moyens, donc les CEO, les C-level, etc. Et donc, l'ambition de CoachHub, c'est vraiment de démocratiser le coaching grâce au digital. Donc, en gros, proposer des séances de coaching en visioconférence, avec quand même des coachs de très bonne qualité, donc qui sont tous sélectionnés, certifiés, qui ont tous beaucoup d'années d'expérience, qui peuvent vraiment garantir qu'ils vont délivrer un coaching de qualité, et aussi nous garantir qu'il va y avoir une cohérence dans le type de coaching qui va être délivré, donc que ce soit pas vert à droite et rouge à gauche en gros, mais que ce soit vraiment unifié, cohérent, et à travers une plateforme donc qu'on a développée, où il va y avoir en plus plein de choses pour renforcer l'efficacité du dispositif de coaching. Donc, tu auras ton coaching en one-to-one ou en collectif. Et en plus de ça, tu vas avoir des éléments de formation spécifiques qui vont pouvoir intervenir à des moments de ton parcours. Tu vas pouvoir avoir plein de reminders il faut se connecter, il faut faire ta séance. Est-ce que tu as pensé à appliquer les leçons que tu as apprises? On a intégré l'IA aussi pour booster l'efficacité des coachings entre les séances. Et là, très récemment, on vient d'annoncer le premier coach IA. Donc, c'est une autre modalité différente pour aller encore plus loin dans la démocratisation. Donc, c'est-à-dire, en gros, pour les personnes qui, de toute façon, n'auraient pas eu accès à un coach professionnel humain du fait du coût que ça peut avoir ou de la difficulté quand même à être scalable sur toute une entreprise, de pouvoir proposer une alternative IA. Okay. Donc voilà, c'est vraiment la digitalisation du coaching pour le rendre accessible au plus grand nombre, idéalement à tous les collaborateurs de l'entreprise, pour que tout le monde puisse vivre cette expérience qui est, pour le vivre très, qui peut vraiment faire la différence, quoi. Je partage, j'ai eu aussi l'occasion de me faire coacher et je trouve que c'est assez game changer. Donc ouais, complètement. Top. Donc toi, histoire un peu assez intéressante, hein, c'est donc toi initialement t'étais dans une boîte qui s'appelle MoveOne, qui a été racheté par CoachHub. Donc, c'est même activité, sauf que MoveOne focus sur le marché français, CoachHub, marché international. Beaucoup de changements. Je te laisse peut-être expliquer. Moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est comment toi, dans ton rôle aussi, tu acceptes ces changements. Tu arrives aussi à faire en sorte que ce soit positif, quoi. Ouais, carrément. Bah écoute, une histoire en effet intéressante, pleine de rebondissements. Donc moi, j'ai rejoint MoveOne en 2018. On était une quinzaine à l'époque. Il y avait la moitié d'alternants, je crois, sur les 15. Ah ouais, d'accord. C'était vraiment le tout début de MoveOne. Et donc, j'ai rejoint en tant que CMO de moi-même, avec une personne en alternance, en gros, au début. Okay. Et donc, j'ai vraiment construit l'équipe marketing chez MoveOne pendant 3 ans et demi à peu près. Et on s'est beaucoup développé sur le marché français avec une belle croissance. On a fait quelques expérimentations, tu vois, sur des pays limitrophes, mais c'était très limité. En fait, l'internationalisation, c'était pas le focus. C'était vraiment bien développer le marché français avec, tu
Tu vois, on bossait avec 60% du CAC 40, une très belle implantation en France. Mais voilà, c'était une boîte qui avait jamais levé de fonds et qui était rentable depuis le début, mais concentrée, je dirais, sur le marché français. Et à côté de ça, on voyait donc les énormes players comme CoachHub et comme un autre concurrent américain qui s'appelle BetterUp se développer, lever des millions, voire des centaines de millions. Et donc, il y avait un sujet à un moment de se dire comment est-ce que nous, on se positionne dans cet écosystème-là et dans cet environnement-là. Est-ce qu'on fait une levée, mais même une levée de 10, 15, 20 millions, tu vois, on n'aurait jamais pu vraiment rivaliser avec ces mastodontes. Oui. Même si en termes de nombre de clients ou de revenus, c'était pas forcément aussi flagrant la différence. Mais en tout cas, en termes de financement, on voyait qu'ils allaient à une vitesse. Tu vois, ils étaient déjà présents sur tous les continents. Enfin, c'était impressionnant. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu une opportunité du coup de vendre la boîte à CoachHub et de se faire racheter par CoachHub. Donc, c'est ce que les fondateurs ont décidé de faire. Et donc, on a annoncé le rachat fin 2021, si je ne me trompe pas, dans mes dates. Et donc, on a intégré CoachHub. Voilà. Donc, toute l'équipe a intégré CoachHub. Et donc, pour certains, ça a été plus simple que pour d'autres. C'était une forme de tremblement de terre. Parce que, si tu veux, on arrivait dans un environnement où, en fait, le produit était quasiment exactement le même, je dirais, avec vraiment peu de différences. La manière de vendre peut-être, des différences sur la plateforme et tout ça, mais globalement, c'était vraiment le même produit, du coaching digital. Mais par contre, tout le reste était complètement différent. Donc déjà, c'est une boîte allemande, CoachHub. Donc des fondateurs, alors c'est trop marrant pour la petite histoire, mais les fondateurs de MoveOne étaient 2 frères et leur père, et les fondateurs de CoachHub, 2 frères également. Ah ouais. Donc ça, c'était fun. Histoire familiale. Histoire familiale, exactement. Et donc 2 frères, mais donc 2 frères allemands qui avaient donc une boîte ultra financée, donc avec des fonds qui étaient déjà présents, très internationale, où ça opérait dans plein de pays. Une hyper-croissance, une organisation qui n'avait rien à voir. Et donc, il fallait s'aligner, mais de 1000 points de vue. Donc, d'un point de vue sales, si tu veux, c'était aussi de se dire, OK, il y avait des sales CoachHub en France. Donc, nous, on les a accueillis dans nos locaux. Tu vois, les sales CoachHub, ils sont venus dans les locaux de MoveOne, mais qui étaient maintenant devenus les locaux de CoachHub. Donc, il fallait rapidement dire, OK, on enlève MoveOne de la porte d'entrée et on met un logo CoachHub parce qu'il faut quand même qu'ils se sentent chez eux. Mais du coup, nous, on était beaucoup plus avancés sur le marché français. Donc, eux, ils arrivent, tu vois, c'était difficile de dire est-ce qu'ils nous prennent de haut, les MoveOne, là, qu'ils ont l'impression qu'ils ont tout compris sur le marché français. Et nous, on était là, mais... tu vois, il fallait s'aligner sur plein de trucs. Très bien. Et donc... j'arrive dans une boîte qu'on a rachetée. Donc, il y a une certaine forme d'ascendance, au moins dans l'esprit, quoi. Mais en fait, c'est eux qui ont, dans les faits, l'ascendance parce qu'ils ont une meilleure maîtrise du marché. Et donc, cette espèce de désalignement, de déséquilibre, il est un peu particulier. Les MoveOne étaient, par l'équipe dirigeante, évidemment, qui avait pris la décision de racheter. Évidemment, quand tu décides de racheter une boîte, c'est que tu y crois. Bien sûr. Donc, pour CoachHub, MoveOne, c'était une success story. Ce qui était le cas, hein, honnêtement. C'était pas qu'une perception, je pense. Mais donc, c'est vrai qu'on arrivait, on s'était fait racheter, mais on était très valorisés, tu vois, en interne. D'un point de vue marketing, ils trouvaient que ce qu'on avait fait, c'était top. Tu vois, ils étaient impressionnés de voir avec le budget qu'on avait, une équipe de 5 personnes. D'un point de vue sales, la pénétration du marché français, le fait qu'on avait réussi à choper des grands comptes sans jamais lever 1 euro. Enfin, même la plateforme, techniquement, ils trouvaient ça super. Et donc, par rapport aux personnes chez CoachHub qui étaient là, si tu veux, il y avait quand même un truc de se dire, OK, est-ce qu'ils vont nous prendre de haut ? C'est quand même nous qui les avons rachetés. Enfin, comment est-ce qu'on gère ce rapport de force ? Et idéalement, comment est-ce qu'on évite le rapport de force ? Tout simplement. Et qu'on passe en mode collaboration. Mais ça a mis du temps. Ça a été challenging. Et au marketing aussi, ça a été challenging. Donc, je peux t'en dire plus. Vas-y. Petit teasing. Non, mais en fait, donc au marketing, ce qui s'est passé, c'était en théorie un des rapprochements les plus simples parce qu'en fait, il n'y avait pas la question, par exemple, de la plateforme, de dire est-ce qu'on vend sur la plateforme MoveOne ou sur la plateforme CoachHub ? Comment on intègre les clients, les méthodes de vente ? Là, c'était vraiment, vous êtes 5. Nous, on était à l'époque, je pense, c'était une équipe marketing de plus de 20 personnes. Vous rejoignez l'équipe marketing, vous continuez en gros à garder vos jobs. On va juste ajuster un peu les périmètres, les missions et vous nous rejoignez et c'est très bien comme ça. Mais il y a aussi un sujet qui est quand même pas des moindres, c'est que la proposition de valeur est la même. Exactement. C'est pas comme si tu dois réinventer les messages et te dire, mince, niveau positionnement, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Exactement. Là, c'est cohérent, en fait. C'est totalement cohérent. Donc c'est ça. Donc ça paraît simple. Et pourtant, en fait, nous, ce qu'on a vécu quand on est arrivé, on s'est senti pris dans une machine, en fait, par rapport à la proximité que nous, on avait créée en tant qu'équipe marketing chez MoveOne. C'est-à-dire qu'on était tous au bureau tous les jours. On était 5 autour de la table, on prenait les décisions en 5 minutes. Il n'y avait pas de validation. Moi, je reportais, tu vois, direct aux co-founders.
Mon équipe, il n'y avait pas de middle management. Tout le monde, enfin, ça allait très, très vite et c'était que sur un seul marché. Donc, tu n'avais pas forcément besoin de t'aligner. Tu voulais t'aligner avec le head of sales, il était à 2 mètres de toi. Tu voulais demander que la validation du co-founder, il était à 1 mètre de toi. Hop, ça avançait comme ça. Et donc là, on arrive dans un truc où c'était absolument pas ce rythme-là. Donc, tout prenait plus de temps. Il y avait beaucoup plus de hiérarchie et surtout beaucoup plus de personnes à consulter. Donc, tu passes de consulter 1, 2, 3 personnes à consulter plutôt 10 ou 15. Parce que si tu veux, c'est OK, comment on veut faire un post LinkedIn? OK, bah nous, on faisait un post LinkedIn en français et en anglais. Là, il fallait le faire en allemand, en japonais, en italien, en espagnol. Tu vois, donc, c'est juste un exemple bête, mais tout prenait 10 fois plus de temps. Et donc, moi, mon équipe, t'avais l'impression qu'ils rongeaient leurs freins en mode, les gars, comment est-ce qu'on délivre? Et là, on n'est pas du tout au rythme et la vélocité à laquelle on était habitué. Et côté coach-up, c'était, mais vous voulez aller beaucoup trop vite, vous brûlez les étapes. Nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et en fait, est-ce que vous allez nous donner des leçons là ou quoi de comment on fait les choses? Donc ça a été vraiment un cap à passer, je pense. Et c'est nous qui avons dû principalement nous adapter, les ex-Move pour prendre le rythme de coach-up. Et moi, c'est ce que j'ai aussi essayé d'expliquer à mes équipes. C'est, on avait quelque chose, il faut en faire le deuil. Maintenant, c'est différent, c'est un autre environnement, c'est d'autres règles et il faut qu'on s'adapte à ces règles et qu'on essaye de garder notre fraîcheur et notre rapidité d'exécution, mais quand même en prenant en compte le fait que là, on n'est plus 70, mais on est 600. Ça allait être un point que j'allais préciser, parce qu'on n'a pas précisé ce point. Ouais, tout à fait. Mais du coup, tu dis, nous, on était 20 au marketing et eux, ils étaient 5 au marketing. Oui, mais tu passes d'une boîte, globalement, de 70 personnes à 600 personnes. Exactement. Donc, c'était totalement à l'échelle, c'était normal. Et aussi, et ça, c'est un point, je pense, critique, c'est d'une boîte qui communique en 2 langues à une boîte qui communique en 7 ou 8 langues. Tu changes tout, en fait. La localisation, ça devient un de tes sujets majeurs. Ah ouais, c'est dingue. Bah oui, parce qu'en fait, tu vois, tu peux pas juste traduire. Les messages vont pas résonner de la même manière. En fonction des pays, tu vas avoir besoin de vraiment t'adapter. Donc, tu sais que, par exemple, je sais pas, aux États-Unis, tu peux être beaucoup plus direct dans ta communication. Tu peux un peu plus dire on est les numéros 1, go, machin, ça passe. En Allemagne, par exemple, on va te demander, ah bon, vous dites que vous êtes les numéros 1, quelle est la source, s'il vous plaît? Quelle est l'étude qui confirme? Pouvez-vous nous donner les chiffres? Enfin, donc en fait, tu peux pas du tout communiquer de la même manière en fonction des marchés. Et puis, la maturité des marchés aussi n'a rien à voir. Donc, par exemple, sur la France ou sur l'Allemagne, donc le marché historique de CoachHub et la France, le marché historique de MoveOne, bah, on était déjà extrêmement bien positionnés, si tu veux. On avait déjà les grands comptes, on était déjà très bien installés. Donc, il fallait beaucoup développer, tu vois, des comptes, des clients existants. Il y avait un peu de new business à aller faire, versus les États-Unis, qui étaient un marché tout neuf. Là, c'était de la pure lead gen et aller signer les premiers logos. Donc, pareil, en termes d'approche et de stratégie marketing, ça n'avait rien à voir. Et il fallait qu'on arrive à s'aligner. Il fallait qu'on arrive à se dire, OK, comment on customise nos stratégies marketing qui vont être très différentes en fonction des marchés. Et donc, voilà, pour une équipe digitale, par exemple, qui avait l'habitude de lancer ses campagnes en 2 jours, bah, c'était plus la même chose, quoi. Donc voilà, ça a été un challenge. Ok, et donc ce que tu dis, c'est globalement, vous avez dû vous adapter à une démarche où il y a plus de validation, plus de personnes qui sont consultées, etc. Comment est-ce que tu arrives à rester efficace malgré ça, en fait? Ouais. Bah, je pense qu'en fait, on a quand même beaucoup influencé la culture quand on est arrivé. Donc, je pense... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, donc moi, pour te dire un peu aussi, je peux parler aussi de moi, le mieux, je pense, c'est ce que j'ai vécu, mon ressenti. Bien sûr. Moi, je suis arrivée, donc, je suis passée de CMO d'abord à Brand Director, parce qu'il y avait à l'époque un VP Marketing chez CoachHub. Et donc, je me suis focus au début, les 8 premiers mois de cette transition, en fait, sur vraiment la partie brand. Donc, moi, ce que j'ai fait, d'abord, c'est que j'ai restructuré un peu l'équipe, parce que je trouvais que la manière dont c'était organisé, ça n'allait pas. Et j'ai changé justement la manière de délivrer. C'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement focus sur justement l'exécution et délivrer une quantité, tu vois, notamment de contenu en plein de langues et de manière assez rapide et avec un rythme assez soutenu. Mais moi, je trouvais que derrière la qualité justement et la maîtrise du sujet, c'était pas au niveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment ramené chez MoveOne. Et moi, c'était mon avantage de, en fait, déjà connaître le produit très bien. Bah oui. Et ça, c'était vraiment chouette de pouvoir dire, vous inquiétez pas, je sais, entre guillemets, je sais de quoi je parle, donc je vais pouvoir vous apporter cette expertise en plus. Donc on va quand même prendre le temps de se poser et de reprendre un peu tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, comment on présente. Tu vois, il y avait des campagnes industrie, il y avait plein de choses qui étaient en train d'essayer d'être lancées. Comment est-ce qu'on se pose pour s'assurer, voilà, de la cohérence des messages, etc. Donc on a quand même apporté, je pense,
une connaissance très bonne du produit, de la valeur ajoutée du coaching, etc., qu'on avait pu développer pendant les 3 dernières années chez Move One. Et cette énergie, en fait, si tu veux, d'arriver et de vouloir... Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme un nouveau job. C'était comme si je changeais de boîte, c'était comme si enfin, c'était le cas, en fait, hein, je changeais de boîte, mais je me suis pas dit, c'est une transition. Mais avec le même produit, en fait, c'est ça qui est marrant. Voilà, c'est ça qui est marrant, mais je me suis pas dit, c'est une transition, je me suis dit, c'est une nouvelle aventure, il faut que Move One, c'est fini. Alors, c'est les mêmes bureaux, c'est les mêmes collègues, c'est le même produit, mais c'est différent. Donc, c'est vrai que t'as un peu un côté schizo quand même à certains moments. Mais tu te dis, il faut vraiment qu'on réinvente l'histoire et qu'on fasse les choses différemment, qu'on apporte, je pense, notre fraîcheur, notre rapidité d'exécution, tous nos learnings, mais qu'on s'adapte aux contraintes et qu'on soit pas avec un mode on veut vous imposer notre style. Ce qui, je pense, était un peu le cas au début et c'était pas la bonne approche du tout. Oui. Il fallait qu'on se réinvente ensemble. Et donc, c'est vraiment moi ce que j'ai essayé de faire au début avec l'équipe brand. Et après finalement, j'ai repris le job de VP Market. Et c'est ce que j'ai continué de faire, en fait. Je pense que... Enfin, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'arriver avec un maximum de curiosité. Et de se dire, qu'est-ce que je peux, moi, apprendre, en fait, de leur manière de faire les choses. Donc, d'abord, c'est poser énormément de questions, c'est écouter, c'est regarder, c'est plonger un peu... se plonger dans comment... eux travaillent, et après, tu peux dire, OK, bah, j'identifie que là, vous êtes meilleur que nous, j'identifie que là, on a peut-être des trucs à vous apprendre, et c'est comme ça que tu recrées une nouvelle mayonnaise, quoi. En fait, il y a un truc... En fait, c'est ça le sujet, c'est le sujet de la culture, en fait. Et c'est l'alignement culturel qui est clé, en fait, dans ce genre de situation. Et tu vois, en fait, tu disais même... bon, il y a l'alignement au sein même de la boîte. En fait, quand tu parlais de la localisation et que tu disais, en fait, maintenant, c'est devenu le challenge numéro 1, c'est aussi le challenge des cultures. Tu vois, c'est, voilà, comme tu disais, on peut dire numéro 1, machin, aux États-Unis, en fait, en Allemagne, pas du tout. À la fin, c'est un enjeu culturel aussi, tu vois. Et cet enjeu de culture, c'est tellement impalpable que c'est super difficile de mettre des mots dessus, de mettre des critères, de mettre des étapes, d'avoir un playbook, tu vois. Mais en fait, c'est un truc, c'est le jour et la nuit, en fait. Et même, et pour aller dans ton sens absolument, d'autant plus quand c'est une équipe qui est full remote. Parce qu'en fait, donc, je te parlais de la localisation, ce qui sous-entend, tu l'as sûrement deviné, qu'il y avait du coup des collaborateurs de l'équipe market partout dans le monde. Donc, c'est même pas, tu vois, t'avais au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, au Portugal, des Brésiliens, enfin, tout type de profil, tout type de culture, des gens qui venaient aussi de Move One, donc ils faisaient le move avec moi, du coup, tu vois, t'as quand même cette proximité de dire, bon, bah, les gars, on y va ensemble, mais en fait, tu peux pas. Quand tu deviens leader d'une équipe, tu dois traiter tout le monde de la même manière. Tu peux pas te reposer sur les relations existantes. Tu dois t'adapter aux cultures, au vécu des gens qui avaient pour certains vécu, qui étaient pour certains fatigués, tu vois, de 2 ans d'hypercroissance, de devoir encore gérer, tu vois, là, c'est un nouveau projet, cette acquisition. Tu sais, pour les équipes, c'est dur. C'est des trucs qui sont annoncés ultra last minute, parce qu'évidemment, c'est confidentiel jusqu'au jour où ça l'est plus. Et quand ça l'est plus, il faut faire une grande OP de communication, etc. Donc, tu avais des gens très fatigués, plus ou moins inquiets de comment ça va se passer avec ces nouveaux players, etc. Donc, et tu peux pas aller les voir et prendre un café avec eux. Il faut les voir en visio, etc. Donc, il y avait vraiment ce sujet-là de comment tu recrées une équipe marketing. Donc, on a travaillé, tu vois, des pistes, mais on a travaillé sur les valeurs de la boîte et comment les appliquer aux valeurs marketing. Tu vois, comment créer des valeurs marketing un peu qui découlaient des valeurs de la boîte sur lesquelles on pouvait tous se mettre d'accord. Faire beaucoup de team meetings, alors avec des organisations lunaires où un mois, tu fais le team meeting pour que les États-Unis puissent se connecter. Le mois d'après, tu le fais pour que l'Asie puisse se connecter. Voilà, exactement. Donc, des ajustements comme ça. Beaucoup de communication, beaucoup de one-to-one. Et voilà, essayer de communiquer un maximum et de se dire les choses. Et voilà, de recréer une culture de comment on construit une nouvelle équipe marketing différente. Et d'ailleurs, notre Slack channel s'appelle Marketing Connection. Et on l'a appelé comme ça au moment où Move One a rejoint CoachHub. Et c'était vraiment le sujet, c'était comment on se connecte, quoi. Pas comment on avance en parallèle, mais vraiment comment on se connecte. Je pense que ça a pris plus de 6 mois. Là, je dirais que tu vois, bon, ça fait 3 ans, évidemment, il n'y a plus du tout les vestiges de ça, mais je pense que pendant 6-8 mois, ça a été un challenge presque quasiment quotidien de
ouais, de combler ce gap entre le passé et le futur et créer l'histoire d'aujourd'hui qui a un sens pour tout le monde. C'est beau. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était un challenge, mais c'était chouette. Ouais. Puis, en fait, tu vois, dans les éléments culturels aussi, tu as mentionné le côté boîte remote et tout. Je pense que vous, en plus, il y avait un challenge qui devait être très particulier, c'est passer d'un modèle on est tous en présentiel à un modèle qui est pas remote, qui est hybride. C'est-à-dire que les gens qui avaient l'habitude d'aller au bureau, ils continuent d'aller au bureau, mais en plus, il y a des gens qu'on ne voit pas dans la pièce, mais qui sont là. Mais en plus, tu sais, nous, on arrivait donc avec la culture Mouven très start-up, vraiment très start-up, où je vais pas dire cliché, mais on faisait beaucoup la fête ensemble, tout le monde venait au bureau, les gens restaient tard, allaient boire des verres. Enfin, c'était vraiment ça la manière de travailler à l'époque, ce qui a ses avantages et ses inconvénients, et ça va pas à tout le monde, mais en tout cas, chez Mouven, c'était vraiment comme ça. Et donc, il y a aussi ce truc un peu de « Ah ouais, non, mais à Paris, tu sais… » Les autres, à Paris, c'est la teuf au bureau, ils sont tout le temps ensemble, c'est difficile, tu vois, tu parles à quelqu'un qui est basé au Japon, qui rejoint ton équipe et qui ressent, parce que tu vois, dans la boîte, tout le monde se parle, ah ouais, non, mais l'équipe Move One, là, ils sont tous entre eux, c'est de l'entre-soi, ils sont tout le temps au bureau ensemble, ils sortent ensemble, ils sont tous amis, comment on va s'intégrer là-dedans? Les Parisiens. Exactement, tu vois, et tu dois dire, mais non, mais t'inquiète pas, tu vas t'intégrer, mais d'une autre manière, et on va, enfin… C'est très drôle. C'est pas anodin du tout, et t'as raison, ce côté hybride avec l'avantage en nature, entre guillemets, d'être ensemble et de pouvoir continuer à vivre ça, versus les gens qui sont complètement dans une autre réalité quotidienne, mais qui doivent quand même faire partie de cette équipe, et on doit quand même créer de la performance ensemble. Et c'était essentiel, parce que CoachUp devait valoriser ce rachat et ce gros investissement. Donc, on avait beaucoup de choses. On arrivait avec une bonne image, mais on avait quand même beaucoup de choses à prouver, tu vois. Donc, voilà. Bon, tu disais, on était esprit très start-up, etc. Start-up quand même un petit peu particulière, puisque rentable. Ça existe. Et ensuite, tu bascules dans une boîte qui est en train de jouer le jeu du VC game et des levées de fonds, etc. Qu'est-ce que ça change aussi côté market? Bah, ça change des budgets beaucoup plus gros. Ça change beaucoup, beaucoup plus de monde au marketing. Donc, un champ des possibles qui est très différent. Ça peut donner un peu le tournis quand t'es pas habitué, hein, clairement, de voir, tu vois, les montants que tu peux investir sur des campagnes, sur… voilà. Et ça veut dire, je pense, une nécessité assez rapide de devoir beaucoup plus aller vers du reporting beaucoup plus précis, de l'attribution beaucoup plus précise. Voilà, chez Move One, je pense qu'on était encore très, très junior, en fait, dans toute cette partie-là, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas ce besoin fondamental de faire du reporting sur aussi poussé, en fait. C'était vraiment les indicateurs sales. Et après, on essayait de mesurer plus ou moins comment le marketing contribuait, mais voilà, c'est un sujet qui était déjà challenging chez Move One parce que grand compte, cycle de vente long, interlocuteurs multiples, modèle qui essaye d'être du SaaS, mais qui n'est pas du full SaaS. Donc, ça reste, il y a quand même une dimension service qui est assez forte. Voilà. Donc, c'est ce modèle de boîte-là, l'attribution, de toute façon, l'attribution, c'est challenging, mais ça l'est encore plus, je pense, dans ce type de modèle-là. Et chez Move One, c'était important. Chez CoachUp, ça devenait assez vite essentiel et vital, quoi. Donc ça change. Voilà le champ des possibles. Donc, qu'est-ce que tu fais quand on te donne beaucoup plus de budget et que tu as beaucoup plus de ressources? Comment tu le dépenses? Comment tu l'investis? Quelles décisions tu prends? Et donc, parfois, prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises si tu n'avais pas… Enfin, tu vois, en fait, ça peut désinhiber un peu, je pense, et parfois te faire prendre des décisions qui ne sont pas forcément les plus stratégiques. Mais par contre, du coup, ça te laisse plus de place pour tester des choses. Donc, voilà, je dirais que c'était ça les différences majeures que j'ai observées un peu d'emblée en arrivant, quoi. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc.
ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Et donc après, bon, parce qu'il y a le truc assez intéressant, c'est t'es dans une boîte rentable. Tu rejoins une boîte VC Money au moment où le VC Game est on fire. Et puis après, tu retombes un peu dans la période, bon, en fait, les financements, ça va se calmer. Donc, on va viser la rentabilité. Et donc, ok, c'est super. Tu te dis, yes, j'ai du budget. Et puis très vite, on te dit, non, en fait, t'as plus de budget. Ouais, on te dit, en fait, en tout cas, on ferme le robinet, quoi. C'est plus comme avant. Tout le monde s'ajuste, tout le monde s'adapte à un environnement où les VC, justement, les fonds demandent de la rentabilité. Donc, comment on fait pour aller vers cette rentabilité? Donc, bah, en fait, tu repasses un peu en mode mentalité think like a founder, tu vois ce que je veux dire? Où tu te dis chaque euro compte. J'étais contente parce que j'avais réussi à pas parler anglais jusqu'à ce moment dans le podcast. Mais voilà, il fallait que ça arrive. Donc en tout cas, le côté chaque euro compte et voilà, et l'argent, c'est pas fait pour être... Bon, je dis pas qu'on jetait l'argent par les fenêtres non plus, mais en tout cas, c'est beaucoup plus structuré, la manière de dépenser ton budget. Et donc, ouais, c'est vrai que là, il y avait beaucoup plus un challenge de quels sont les canaux d'acquisition qui fonctionnent, sur quoi est-ce qu'on va concentrer les budgets. On a réduit beaucoup les investissements en brand, énormément. Donc, beaucoup moins de RP, beaucoup moins de campagnes top of funnel, beaucoup moins de contenu aussi. On faisait moins de content marketing, on faisait moins de product marketing et on était beaucoup plus sur vraiment de la lead gen, de l'événementiel, des campagnes Google Ads, des choses où on avait un peu plus le sentiment, parce que je suis pas sûre que ce soit toujours... si évident du tout. Mais en tout cas, le sentiment de maîtriser et de pouvoir dire 1 euro investi égale tant d'euros récupérés à la fin. Mais tu vois, c'est un peu un comique là que je voyais, une planche de BD que je voyais justement sur l'attribution. C'était sur l'achat d'une paire de baskets où un mec voit une affiche pour une paire de baskets dans le métro. Ensuite, il reçoit un email qui l'invite à acheter la basket. Ensuite, je sais pas... une pub sur Insta. Une pub sur Insta. Et puis finalement, il tape le nom du site sur Google et puis il achète. Donc, tu as l'impression que c'est ce canal-là d'acquisition qui rapporte. Mais en fait, tu peux pas mesurer tous les autres touchpoints. Bah voilà, on était un peu là-dedans, donc il fallait quand même s'adapter sur le moment. Donc on a baissé les investissements, on s'est focus sur plus d'événementiel et plus d'acquisitions payantes jusqu'à fin d'année dernière, milieu d'année dernière, où on a réaccéléré sur les sujets brand et on a pu réouvrir un petit peu le champ des possibles. Donc j'ai vraiment vécu plein de variations, plein de up and down où t'as beaucoup de budget, ensuite t'en as moins, ensuite t'en as à nouveau. Tu te concentres sur la brand, tu la mets de côté, tu réinvestis dessus, et jusqu'à trouver un bon équilibre, en fait. Ok. Y a un sujet, on en parlait en off juste avant, que tu avais mentionné en préparation de l'épisode et que je trouvais assez intéressant, c'est le côté, le fait de chercher la rentabilité, ça limite aussi ta créativité. Et je trouve ça un sujet assez intéressant. Je sais pas si tu peux partager un peu ton expérience sur le sujet. C'est un peu ce que je disais, en fait, c'est... On te dit, OK, maintenant, il faut se concentrer sur ce qui marche. Par définition, si on te dit qu'il faut se concentrer sur ce qui marche, ça veut dire que tu vas refaire ce que tu as déjà fait. Bah, exactement. Et donc, tu vas dire, OK, je comprends, bah, du coup, on va faire ça. Donc, on sait que tel événement, on l'a fait l'année dernière, on a eu tant de leads, on a eu tant d'opportunités derrière, on retourne à cet événement. On sait que tel mot-clé sur Google Ads, ça convertit, on va continuer à investir sur tel mot-clé. On sait que les emails sur LinkedIn, pour nous, c'est super quali, donc on continue à mettre sur les emails. Par contre, je sais pas, on voulait faire une grande campagne avec un influenceur qui aurait été vraiment pure brand. Ça coûte 200-300K, c'est sûr qu'on fait pas. Les agences de presse, oui, c'est sympa d'avoir des mentions. C'est vrai que ça aide un peu pour le SEO, mais c'est trop dur de mesurer l'impact direct, donc on baisse, on en supprime certaines. Il y a des régions qu'on abandonne, etc., etc. Donc, plein de trucs qui sont plus difficiles à mesurer ou plein de trucs que tu n'as jamais fait et donc où tu peux pas t'engager sur un ROI, tu fais pas. Et donc,
je pense que pour l'équipe marketing, c'était un peu déprimant au bout d'un moment de répliquer, en fait. Et de pas. Je pense que. Enfin, tu vois, c'est là où, pour moi, c'est un sujet où je suis assez passionnée, c'est que les marketeurs ne sont pas des sales. Si on était des sales, on serait des sales. On n'est pas des sales, on est des marketeurs. Et donc, ça veut dire que, évidemment, et là, je pense que c'est un sujet qui a été très abordé et que je partage évidemment. Évidemment, il faut que le marketing puisse porter des indicateurs commerciaux et qu'on puisse dire, oui, on contribue au chiffre d'affaires, on contribue au succès de la boîte et on peut vous le prouver. C'est clair, il n'y a pas de débat. Mais on ne peut pas faire que ça, je pense. Si tu mesures le marketing que sur ça ou si tu demandes au marketing de ne faire que ça, il y a toute une valeur ajoutée pour moi qui est perdue. Et c'est justement cette valeur ajoutée de la créativité, l'expérimentation, le fait de tester des choses et le fait de pouvoir dire, c'est des indicateurs, il y a des indicateurs de succès, mais qui ne sont pas forcément liés directement au chiffre d'affaires. Tu vois, les indicateurs brand, dans une certaine mesure, tu ne vas pas forcément pouvoir dire, voilà, j'ai des super taux de clics sur mes campagnes LinkedIn, mais c'est des taux de clics. Les gens cliquent sur la vidéo, ils la regardent. Est-ce que derrière, je vais pouvoir mesurer que telle personne qui a cliqué sur l'ad, elle va acheter ? Non. Mais par contre, moi, je sais que ça fonctionne parce que j'ai mes indicateurs à ce niveau-là pour le prouver. Des campagnes d'affichage dans le métro, personne ne pourra jamais mesurer si elles sont efficaces ou pas. Bon, tu peux mettre des QR codes, des gens scannent. Tu peux toujours trouver des workarounds pour avoir un certain nombre d'indicateurs, mais pour moi, il faut laisser cette part quand même de... C'est aussi la beauté du marketing, de créativité et d'inspiration. Et il faut aussi pouvoir se dire, idéalement, j'ai testé ce nouveau canal que j'avais jamais testé, ou j'ai testé cette nouvelle campagne que j'avais jamais testée, et ça a foiré. Et on a perdu de l'argent sur cette campagne, mais on la refera plus, et on sait que ça marche pas. Ça, pour moi, ça a aussi de la valeur, et c'est aussi un learning. Donc, quand tu restreins vachement le marketing à 1 euro dépensé égale combien d'euros récupérés de l'autre côté, je pense que tu perds de la valeur ajoutée. C'est pas toujours possible dans toutes les boîtes, mais c'est ma conviction, en tout cas. Non, mais c'est intéressant. Mais... Alors, le challenge, vas-y. Non, mais en fait, tu vois, il y a beaucoup d'exemples que tu as donnés. Tu vois, je sais pas, la campagne métro ou des campagnes de brand d'une manière générale, où tu dis, mais en fait, on n'est pas capable de pouvoir mesurer la contribution business, etc. Mais moi, ma conviction, c'est que ça dépend à quelle temporalité on regarde les choses, en fait. En fait, tout est un enjeu de temporalité. Parce que le truc, c'est, si effectivement, ce que tu attends de moi, c'est que je mette 1 euro dans la machine et que le lendemain, il y en ait 2 qui sortent, oui, la campagne dans le métro, ça risque de pas le faire. Mais le fait de faire une campagne dans le métro, d'investir en télé, tu vois, tu as des trucs comme ça, si tu regardes sur une timeline qui est suffisamment grande, on sera capable de dire, voilà l'impact. Alors, tu ne seras pas capable de le dire précisément, mais je veux dire, la courbe, a priori, elle mentira pas. Et moi, en fait, au-delà de simplement le fait de pouvoir Bon, déjà, il y a le fait d'y croire. Et il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et je pense que c'est ça le problème fondamental. Tu vois, nous, évidemment, on y croit. Mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, après, tu vois, c'est le truc un peu bête de... Oui, mais tu fais... En fait, s'il y a autant de marques qui dépensent autant d'argent en télé, c'est qu'a priori, ils ont été capables de montrer... C'est des boîtes qui ont 100 ans, ils ont été capables de montrer l'impact que ça avait. Bien tu vois. sûr, Bon, bien sûr. Je pense que voilà, ils sont quand même pas bêtes. Il n'y a pas de débat là-dessus, bien sûr. Ils sont pas bêtes s'ils le font, c'est que ça marche, tu vois. Mais malgré tout, je fais ma campagne télé, tu regardes la pub, elle est diffusée à 20h, tu regardes ton site, je sais pas, à 20h10 ou ton C à 20h10, c'est sûr que si c'est ça la temporalité, c'est pas un investissement très rentable, tu vois. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi ce sujet de laisser le temps au temps et laisser la chance à la marque et laisser, etc. Et je pense qu'en fait, c'est ça le vrai sujet sur comment, et c'est la mesure de la contribution aussi. Tu vois, la pub télé, elle a ramené combien de CA? Je peux pas te le dire précisément, en fait. Par contre, si tu regardes la courbe, je suis convaincu que cette hausse, il y a à faire avec la pub télé, tu vois. T'as totalement raison. Mais je suis d'accord et je pense que du coup, il y a des temporalités aussi dans la vie des entreprises. Oui. Et donc, voilà, nous, on est passé par une période où cette temporalité-là, elle était moins évidente et maintenant, elle l'est à nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on a, par exemple, investi dans un rebranding, tu vois, où on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et justement, là, c'est cool parce que tu sens que le leadership y croit, soutient cette initiative, dit c'est le moment. On est dans une nouvelle ère pour CoachHub. Là, il faut passer... on tourne cette page de un peu rentabilité à tout prix et on réouvre un peu les vannes de
créativité, investissement sur la marque, qui exactement comme tu l'as dit, je te suis complètement, va être un investissement long terme. Et donc, on part sur un rebranding, on part sur des campagnes brand, on réfléchit à des campagnes influenceurs, on réinvestit dans le content à fond. Et ça, c'est super chouette. Et donc il faut accepter, il faut que voilà, les CEO, les CRO, les VC, etc., acceptent que ce sera une autre manière, il va falloir être créatif dans la manière de démontrer l'impact, et ce sera d'autres mesures que, comme tu dis, on met 1 euro dans la machine, il y en a 2 qui sortent. Donc pour moi, c'est super intéressant d'avoir vécu ces différentes étapes-là, et là, d'être repassé dans un moment où il y a à nouveau cet espace, en fait. Et il y a à nouveau je trouve que c'est là où les équipes sont les plus performantes, quand tu peux avoir un peu joué sur ces plusieurs niveaux. Et c'est là où c'est fun. Et c'est là où tu peux, en effet, tester des choses. Voilà. Transition toute trouvée avec le sujet du rebranding. Ouais. Comment... Alors, il y a eu un gros rebranding dernièrement. Ouais. Et en plus de ça, parce que du coup, pour moi, il y a un peu un double sujet vis-à-vis du rebranding. C'est quoi un peu les points clés, tu vois, même ton partage d'expérience sur qu'est-ce que vous avez fait bien, moins bien, voilà, pour les personnes qui veulent se lancer dans ce genre de sujet. Et la deuxième chose, c'est en parallèle de ce travail, il y a des grosses annonces produits, du pre-launch, etc. Ouais. Et donc, tu as un peu des gros temps forts de brand en plus. Voilà. Oui, vraiment. À l'international. Oui. Comment on gère tout ça, en fait ? Écoute, c'était clairement... Je pense que les 6 derniers mois là, de ma vie pro, c'était les plus challenging et les plus intenses, je pense. Parce que tout ce que tu as décrit là, c'est fait en même temps, en quelques mois. Donc, comment tu gères ça ? Écoute, avec une équipe de folie. C'est pas quelque chose qu'un CMO ou qu'un VP marketing peut porter seul, aussi brillant soit-il. Donc, moi, j'avais vraiment... Enfin, si jamais mon équipe un jour écoute ce podcast. Mais en tout cas, je pense que c'est grâce à l'équipe et l'huile de coude, la vision, l'investissement, le talent des gens avec qui tu travailles qui vont s'embarquer dans le projet avec toi. Et donc, toi, tu vas essayer d'insuffler, tu vois, une énergie, mais au final, il faut que tu aies les bonnes personnes derrière pour délivrer. Je pense que c'est le facteur de succès numéro 1. Sur la partie rebranding, en fait, nous, c'était intéressant, les contraintes qu'on s'est mis, donc aussi il faut avoir le buy-in de ton CEO, et moi, c'est ma CRO. C'est même elle qui a insufflé l'idée de dire il faut là qu'on parte en rebranding. Donc, on a défini les contours ensemble. Pour un CMO, c'est toujours... c'est un peu qui tout double, le rebranding. Parce qu'en fait, tu te retrouves rapidement quand même sur des questions de est-ce que j'aime pas ? Tu vois, le design, il y a un moment, ça reste quand même beaucoup une affaire de goût. Et donc, c'est aussi à toi de dire comment tu vas le vendre, comment tu vas le présenter, comment tu vas expliquer les choix que tu fais pour engager toute une boîte derrière toi et tes clients, etc. aussi. Donc nous, les contraintes qu'on s'était dit, c'est on veut faire un brand lift. On veut pas changer de logo, on veut pas changer de nom du tout. Ça fait quand même 6 ans et demi que CoachUp existe. C'est une boîte internationale qui a une brand equity et on veut pas perdre ça. Mais il y a plein de trucs de la brand qui sont plus alignés avec notre identité aujourd'hui et qui on est aujourd'hui. Donc, on veut trouver une voie médiane, en fait, avec garder l'essence de la marque, notamment le logo, notamment les couleurs. On a gardé aussi les couleurs. Mais par contre, plein d'éléments qu'on veut changer et quand même donner vraiment une impression de nouveauté et de se réinventer. Donc, il fallait marcher un peu sur cette ligne. C'est plus de contraintes que quand tu te dis, bah, tu sais quoi, je change tout et fie le passé et on fait quelque chose de complètement nouveau. C'est un côté aussi un peu rassurant de se dire, bah, on va quand même capitaliser sur l'existant, vous inquiétez pas, c'est pas complètement un brand refresh, etc. Et puis, d'une certaine manière, ça permet aussi de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de renforcer. Absolument. Qu'est-ce qu'on a envie de gommer et qu'est-ce qu'on a envie de renforcer. Donc voilà, donc je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir cette vision-là assez bien claire dès le début. C'est de se mettre d'accord justement sur ce que tu viens de dire. Donc qu'est-ce qu'on veut ajouter, et un peu un KISS, donc Keep, Improve, Start, Stop. Qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui qu'on veut ajouter comme dimension, et qu'est-ce qui existe qu'on veut complètement sortir. Donc se mettre d'accord un peu sur ça, sur ce cahier des charges-là. Et après, donc nous, on a avancé avec une agence qui nous a aidés sur la définition du concept et qui a créé quelques pistes. Mais en fait, au final, c'est beaucoup l'équipe design interne. Donc, nous, on avait la chance d'avoir... C'est pas le cas de toutes les startups, mais nous, on a la chance d'avoir une équipe design en interne qui s'est énormément mobilisée pour créer le truc.
Et c'était hyper intéressant ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est des gens qui sont là depuis plusieurs années, donc qui avaient beaucoup travaillé avec le branding existant et qui l'avaient décliné vraiment sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures. Et donc, on leur a dit, vous savez quoi, les amis, allez-y, amusez-vous maintenant avec cette nouvelle piste qu'on a élaborée avec l'agence, mais déclinez-la, vous, avec la nouvelle vision qu'on vous a communiquée. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était beaucoup plus de technologie, un ressenti beaucoup plus technologique, beaucoup plus technique, parce qu'on savait que derrière, on sortait notre coach IA. Et donc, il y avait ce côté vraiment très tech, à la pointe de la tech, qu'on n'avait pas forcément avant. Comme je disais, tu vois, CoachUp, c'est un produit technologique, bien sûr, il y a la plateforme, etc. Mais il y a aussi la partie coaching qui, elle, est humaine. Donc, maintenant, on a aussi un coach IA, donc il y a aussi une dimension qui n'est pas humaine, mais jusqu'à présent, c'était beaucoup ça, c'est basé sur l'humain. Donc, c'est la relation entre le coach et le coaché. Et donc, il fallait garder aussi la dimension humaine. Donc, comment tu concilies ? On veut devenir une boîte plus tech, mais c'est très important pour nous de garder le côté humain. Et on veut pas du tout laisser croire ni à nos coachs, ni à nos clients qu'on abandonne ça. Parce que déjà, c'est pas le cas, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est ce qui nous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Donc, on veut pas du tout y renoncer. Et quelque chose de beaucoup moins start-up et qui allait plus parler aux grands comptes et qui allait plus être, je dirais, sophistiqué. Il y avait un manque de sophistication, une forme de simplicité dans la marque qu'on voulait gommer et donc rajouter un peu de sophistication et de côté premium. Donc voilà, on a fait toute cette petite tambouille. Un élément clé du rebranding, c'est la temporalité. On en revient toujours à ce sujet de la temporalité. Tu sais que, a priori, tu pourras, à part si tu veux bosser dessus pendant plus de 6 mois, mais tu sais que tu pourras pas avoir 100% de tes assets rebrandés le jour de l'annonce. En tout cas, pour nous, c'était pas envisageable. Donc, on a fait une liste de priorités et une timeline. Pour le jour du rebranding, on veut qu'il y ait le site web, le one-pager, tu vois, les 3 présentations les plus utilisées par les sales, les templates pour les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, on s'attaquera au blog où il y a des milliers d'articles et on va pas pouvoir tout modifier en un clic. Dans un troisième temps, au contenu, je sais pas, e-book et compagnie qui sont pas trop utilisés, donc on va pouvoir les laisser un peu en background. Dans un quatrième temps, les vidéos, tu vois, qui vont avoir les petites intros avec l'ancien branding. Bon, ok, est-ce que c'est vraiment essentiel que ce soit fait dans la minute ? Non, donc on décale. Comment tu t'alignes aussi avec l'équipe produit pour que les changements que tu fais sur ton site, tu vas sur ton site vitrine, sur tous tes éléments marketing, ils soient aussi faits sur la partie produit. Donc pareil, on a décidé de décaler la temporalité pour le produit parce que l'équipe produit avait d'autres challenges, notamment sortir ce coach IA qui arrivait juste dans la foulée. Donc on s'est mis d'accord, mais il fallait l'envisager. Comment tu t'alignes en interne sur, je sais pas, la déco des bureaux, le swag, est-ce que tu fais, tu vois, il faut vraiment aller dans les détails de comment, en fait, toi, ta décision au marketing de faire le rebranding, elle va impacter l'ensemble des autres équipes en interne. Évidemment, ta com externe. Donc, quelle annonce tu fais ? Est-ce que tu fais un big deal ou pas vraiment ? Voilà, tout ça, c'est à doser. Et puis, l'annonce interne. Donc, comment tu vas embarquer l'ensemble des gens de ta boîte à adopter cette nouvelle identité. Ils sont habitués à l'ancienne. Donc, est-ce qu'ils vont aimer ? Est-ce que ça va leur plaire, etc. Donc, nous, et puis, il y a notamment le sujet du design, comme tu disais, voilà. Ah ouais, moi, j'aime pas. J'aime pas. Ah, c'est clair. Et donc, ça c'est hyper drôle. Et donc, j'en ai beaucoup rigolé avec, justement, ma lead design et ma CRO, parce que moi, j'avais vachement impliqué ma CRO dans le rebranding et je lui envoyais souvent... là, voilà, on en est là de nos itérations, le site, ça ressemblera à peu près à ça, le site vitrine, et puis les nouvelles images, un peu, on pense qu'on va partir là-dessus. Et en fait, tu sais, j'avais du mal à générer de l'enthousiasme. Je sentais qu'elle me disait « Ah oui, c'est sympa, oui, c'est pas mal ». Et en fait, à un moment, je me suis dit « Mais ça marche pas comme ça, il faut faire un effet waouh ». Donc, je me suis alignée avec ma lead design et je lui ai dit « Écoute, il faut que tu me fasses une presse de folie, de toute beauté, avec des animations, avec des beaux visuels, pour vendre du rêve, en fait, et pour montrer à quoi ça va ressembler à la fin, et aussi un avant-après, de où est-ce qu'on en était et où est-ce qu'on va, pour vraiment montrer ce truc-là. Et c'est toi qui vas le présenter, parce que c'est toi l'expert design, et donc c'est toi qui vas pitcher. Donc on a fait ça. Et en fait, quand elle m'a envoyé la presse, je suis partie en fou rire, parce que je me suis dit, mais évidemment que personne n'allait être enthousiaste avec mes vieux screenshots et avec mes images, tu vois, un peu comme ça, mais il y a nulle part. Et en fait, c'est une leçon, je pense, pour un rebranding. Il faut le vendre. Et tes clients internes, ça compte beaucoup. C'est pas que l'impression que tu vas donner en externe. Pour que t'aies des gens qui soient excités à l'idée d'adopter ce changement, parce que c'est un vrai changement, et on en demande beaucoup.
On demande aux gens, veuillez changer votre signature email, veuillez changer votre photo LinkedIn, votre background LinkedIn, veuillez utiliser les nouveaux templates. Ça, vous devez plus l'utiliser. Tu vois, donc tu demandes quand même aux gens, il y a un change management en interne. Pour qu'ils aient envie de le faire, il faut leur vendre un peu du rêve aussi. Donc, ça m'a fait du bien d'avoir ce aha moment de me dire, c'est pas en envoyant des screenshots sur Slack que je vais arriver à créer de l'engagement autour de ce projet. Donc, on a fait une super presse avec Welcome to the future, voilà la nouvelle vision, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les grands partis pris derrière, comment on était avant et comment on est aujourd'hui. Et là, tout d'un coup, c'était waouh, c'est canon, c'est génial, on a envie d'y aller. Et hop, on a créé vachement d'engagement là-dessus. Donc ça, pour moi, c'était un vrai learning aussi. C'est ne pars pas du principe que les gens vont voir ce que toi, tu vois. Toi, t'es en plein dans ton jus. Tu travailles avec ces screenshots, avec ces Figma toute la journée. Mais pour les personnes à qui tu dois vendre le projet, c'est pas le cas. Donc, fais l'effort de marketer ton marketing, en fait, et de bien le vendre en interne. Donc ça, pour moi, c'était aussi un learning. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi un sujet qui est vendre ces sujets-là, c'est aussi le travail de la personne qui s'occupe du design. En fait, ça fait partie de son métier. Je trouve que souvent, on réduit trop le travail du ou de la designer à shipper du design. Mais en fait, la personne, elle a pensé à ce design sur la base de l'histoire que tu avais envie de raconter et tout. Et même si toi, sur le moment, tu comprends pas, mais tout a été pensé. Et souvent, moi, ça m'arrive, tu vois, même avec des clients, où du coup, on peut accompagner parfois des sujets de rebranding, etc., ou tu vois, des sujets de design de website et tout, et où en fait, ils en reviennent à des détails. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de pinailler sur des trucs, mais en fait, quand le designer il est présent dans la pièce et qui dit ah oui, mais ce truc, c'est parce qu'il y a telle contrainte et parce qu'en fait, vous vouliez raconter tel truc et tout machin, bah, la personne, elle se dit ah oui, en fait, c'est totalement cohérent, en fait. Et tu peux être pris dans ton truc hyper pragmatique, hyper petit bras. Et puis en fait, quand t'as la personne qui t'explique toute la vision derrière et l'histoire qui a machin, et ses inspirations, et tu vois, souvent, moi, il y a un truc qui me fait un peu waouh, c'est, je sais pas, le truc un peu bête, c'est un mauvais exemple, mais c'est juste pour appuyer le propos. Ouais, cette typo, elle fait pas assez premium. Ah bon, bah c'est la typo de Louis Vuitton. Ah, Tu vois? c'est clair. Et en fait, tu vois, aussi de raccrocher le fait que le designer, il connaît l'univers des marques, etc. Et en fait, tu trouves que c'est pas premium, mais regarde, je te montre ça, et là, tu vois Louis Vuitton avec la même typo, et tu dis, ah putain, merde, j'avais pas. Et c'est que des petits trucs comme ça. Et donc, je pense que effectivement, le fait que la personne qui lead le design vende le truc, c'est un super tip. Mais tu vois, elle m'aurait pas dit, je veux. Enfin, je pense que c'est aussi en fait, j'étais contente de. Je pense que j'étais partie dans une mauvaise direction et j'étais contente d'avoir eu cette prise de conscience de me dire, en fait, c'est pas moi qui vais vendre le truc. C'est pas à moi de le faire. Mais tu sais, en tant que leader, tu te sens vachement responsable Ah oui. et tu owns le projet et c'est toi le sponsor du projet. Et Oui. moi, j'étais quand même très, très impliquée dans l'opérationnel. J'étais pas du tout en mode, faites le truc de votre côté. J'étais dans tous les meetings, j'étais sur toutes les décisions. Donc, mais pour autant, je ne suis pas designer, je ne l'ai jamais été, et donc j'ai pas cette expertise. Mais tu vois, l'exemple que tu prenais sur la typo, par exemple, nous, on a recréé une couleur, un violet, en mélangeant deux de nos couleurs existantes. Donc, tu peux dire, j'aime pas le violet, mais mais après, t'as le designer qui vient et qui t'explique, mais en fait, on n'a pas juste cliqué dans Paint et choisi un violet au hasard. Il y a une histoire derrière cette couleur, je vais te l'expliquer. En fait, là, t'arrives à passer du côté, c'est une question de goût, à il n'y a plus vraiment de discussion à avoir parce qu'il y a une logique et il y a une rationalité derrière. Ouais. Et je pense que c'est exactement ce que tu dis. Et moi, ce que j'ai aussi ressenti, c'est que pour essayer de sortir des discussions qui sont infructueuses, en fait, et qui ne mènent à rien de moi j'aime ou j'aime pas, c'est de dire, en fait, voilà, nous, on va prendre, on va ajouter des dégradés de couleurs parce que c'est devenu un standard dans la tech d'avoir ces dégradés, mais on va garder que 2 couleurs dans le dégradé pour pas ressembler à nos concurrents. Et on a créé ce nouveau violet qui est un mélange de nos couleurs existantes et donc, en fait, qui s'intègre parfaitement dans notre palette. Et nanana, et tu vas justifier tes choix de design avec des arguments rationnels. En tout cas, tu baisses la possibilité d'avoir des débats de 90% et ça devient aussi rationnel que de dire, je sais pas, j'investis sur Google Ads parce que c'est là où j'ai des bons retours sur investissement, quoi. Donc, il faut rajouter de la rationalité dans la créativité. Oui, puis tu dis, en fait, ça réduit les débats de 90%, et en fait, les 10% qui restent, c'est ceux qui sont vraiment cohérents avec l'histoire qu'on essaie de raconter. Voilà, tout à fait. Tu changes de registre. Tout de suite, tu vois. Parce que, en plus, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, tu vois, avec mes clients, c'est, je sais pas, t'as 5 personnes dans la pièce, puis il y en a une qui va dire, c'est pas assez moderne. En plus, c'est les mots qui veulent rien dire. Non, mais voilà.
Et donc, moi, souvent, c'est pas assez moderne. Est-ce que tu peux me définir moderne? Ah bah, moderne, c'est telle marque. Et là, la personne d'à côté qui va dire, mais c'est pas du tout moderne, cette marque-là. Et c'est là où les gens dans la pièce se mettent à se rendre compte que, en fait, on a le sentiment qu'on est tous en train de parler de la même langue et qu'on parle pas la même langue. Et donc après, ça te permet, tu vois, une fois que tu as mis le doigt sur ce truc-là, bah, ça te permet de dire, bon, ce que je vous propose, c'est qu'on oublie ce genre de mots et qu'on en revienne à des affaires de qu'est-ce qu'on a envie de raconter, tu vois. Et là, d'un coup, t'as des discours qui sont beaucoup plus intéressants. Et quel impact on veut avoir, etc. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Donc c'est trop bien aussi de créer cet alignement-là aussi avec les stakeholders. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait fait. J'ai pas parlé vraiment de la méthodologie que l'agence avait utilisée, mais ils ont quand même fait passer des entretiens. C'est un prérequis, hein, mais à l'ensemble des key stakeholders pour leur poser les questions justement de comment vous décririez CoachHub aujourd'hui, comment vous voudriez que ce soit décrit demain, tu vois, quelles sont les valeurs de la marque, quels sont les indispensables, etc. Et il y avait une direction très claire qui a émergé de là et qui a été la base de notre travail. Mais il faut qu'il y ait ce dénominateur commun et que les interlocuteurs clés et les personnes qui valident soient d'accord à la base sur où est-ce qu'on veut aller. Mais ça, c'est vraiment un prérequis, ça va de soi, mais je préfère que ça, c'est mieux en le disant quand même. Mais sinon, c'est impossible. Alors après, sinon, tu pars dans tous les sens. Et effectivement, tu arrives à ce genre de discussion lunaire où personne n'est d'accord sur le sens des mots et sur... voilà. C'est pas assez moderne, mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai C'est un entendu très classique. souvent. Ouais, c'est clair. Ok. Bon, alors on va basculer sur un sujet beaucoup plus pragmatique qui est le sujet de l'attribution. Ah, le famous. Donc, tout à l'heure, tu disais, parce qu'on en a parlé rapidement, les sujets de temporalité, etc. etc. L'attribution, un truc que tu me disais, c'est tu crois pas au fait qu'il y ait un modèle parfait. Par contre, tu as eu des expériences différentes. Puis un truc aussi que t'expliquais, c'est au début, boîte rentable, où en fait, il y a peut-être un peu moins le besoin de justifier, machin. Ensuite, tu passes sur une boîte internationale et tout, où tu dois un peu plus faire du reporting, machin. C'est quoi un peu les conseils que tu as à donner aux personnes qui veulent un peu commencer à lancer le sujet? Ouais. Bah déjà, par rapport à ce que tu disais, tu vois, je pense que dans une boîte où il y a tout à faire, l'attribution, c'est le dernier des sujets. Il faut d'abord faire les choses avant de les mesurer. Donc, il faut lancer les premiers e-books, il faut lancer les premiers events, il faut lancer les premières campagnes, il faut tester plein de trucs, il faut créer les decks pour les sales et les one-pagers, etc. Donc, tu es beaucoup dans le faire et moins dans le mesurer. Et l'impact, il va être immédiatement perçu comme qualitatif par tes key stakeholders. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu chez Move One. Je suis arrivée, il y avait quasiment pas de marketing. J'ai fait le premier event, le premier e-book, le premier deck qui était bien. Bah, tout de suite, les sales te disent bah, merci, en fait, c'était game changer. Ouais, on a pu inviter nos prospects, c'était canon, etc. Donc, quand tu es au début et que tu lances ton activité marketing, je pense que c'est sain de se concentrer sur le faire et pas sur le mesurer. Le problème, c'est que... Et puis, c'est évident. Et puis, c'est évident, et il n'y a pas de débat, il n'y a pas le choix, en fait. Faut juste... Voilà. Il faut être là où on a besoin que tu sois. Donc, le problème, c'est que, malgré le fait que je conseillerais tout de même de faire ça, le problème, c'est que quand tu mets pas en place les bons outils d'attribution dès le début, bah, ça te rattrape. Oui. Et en fait, tu grossis. Oui. Là, on commence à dire, bah, maintenant, c'est très bien, mais il va falloir mesurer. Et en fait, tu te retrouves avec tes HubSpot pas paramétrés, avec tes campagnes pas traquées, avec les connexions entre potentiellement ton CRM et ton marketing automation pas faites. Et donc, ça complexifie énormément. Mais c'est comme ça. Il faut gérer avec cette complexité. Donc, moi, les conseils le conseil principal que j'aurais à donner, c'est de trouver un modèle d'attribution le plus simple possible, même s'il est imparfait. Nous, on a essayé de faire un modèle d'attribution avec multi-touchpoint, en fait. Donc, first touch, last touch, multi-touch, tout ce que tu veux. Et ça n'a jamais marché. On a essayé de faire un modèle d'attribution où les règles changeaient en fonction de est-ce que ça fait plus ou moins longtemps que la personne a été sourcée par le marketing. Si ça fait par exemple plus d'1 an, eh ben on considère que les deals... je vais même te passer les détails de la complexité du modèle qu'on avait créé, qui était magnifique sur le papier, qui n'a jamais marché. Et on a passé 1 an à galérer, à essayer de raccrocher les wagons. Donc, on a arrêté ça. Maintenant, on est passé sur du first touch. C'est très imparfait parce qu'il y a plein de choses que ça ne mesure pas. Tu es extrêmement dépendant des sales qui vont vouloir... Il va falloir qu'ils mettent le bon contact, etc. Donc, mais au moins, il y a une règle qui est simple, qui est comprise par tous et tu peux travailler dans le cadre de cette règle-là. Et la deuxième chose que je dirais, c'est si tu as les moyens de recruter quelqu'un pour t'aider sur le marketing ops,
à un moment de ta croissance, investis là-dessus, quoi. Parce que je pense que avoir quelqu'un dont le job et l'intention, ou prends une agence pour t'aider, j'en sais rien, mais quelqu'un dont vraiment la mission clé, c'est justement de travailler sur tous ces sujets-là. Comment tu optimises la mesure de ta performance, pas que au final sur le chiffre d'affaires, mais aussi tous les autres indicateurs dont on a parlé. Comment tu mesures la performance de tes campagnes, tes taux de conversion, comment tu reverse engineer ton funnel, donc pour arriver à tel chiffre d'affaires, j'ai besoin de combien de leads, combien de SQL, combien d'opportunités, etc. Enfin, pour moi, en fait, j'ai fait ce recrutement il y a quelques mois et c'est vraiment un game changer parce que c'est un sparring partner, c'est vraiment quelqu'un en tant que VP marketing avec qui tu peux échanger au quotidien et qui va pouvoir mettre les mains dans le cambouis, travailler sur tous ces sujets-là et t'aider en fait à avancer, à faire des pas de géant par rapport à quand il n'y en a pas et que tu essayes, toi, entre toutes tes autres responsabilités, de bosser dessus, que tu mobilises tes équipes qui ont beaucoup d'autres responsabilités aussi opérationnelles à bosser dessus. Et en fait, moi, là où je commençais à perdre pied, c'est où je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de passer plus de temps à essayer de mesurer ce que je fais qu'à faire. Et c'est pas là où j'apporte de la valeur. Ah ouais. Voilà. Donc, faites-vous aider si vous en avez les moyens. Si c'est par une personne full-time ou si c'est par une agence ponctuellement qui va pouvoir mettre des best practices en place et aller vers un maximum de simplicité, même si c'est pas parfait et que du coup, il va y avoir des frustrations. Et il va y avoir des cas, tu vois, par exemple, nous, cette année, on a décidé, j'ai échangé avec un collègue là-dessus hier et je comprends totalement sa frustration. Nous, cette année, on a décidé de se concentrer sur l'impact du marketing sur le new business et l'upsell. Parce qu'on considère que, en gros, l'existing, le but, c'est de re-signer, donc de ne pas perdre le client. Et ça, c'est la responsabilité des sales, principalement. Et donc, nous, on se concentre vraiment sur qu'est-ce qu'on va apporter. Donc, new business, c'est des logos avec lesquels on ne travaille pas. Upsell, c'est, voilà, travaille déjà avec eux, mais on va ouvrir une nouvelle entité ou on va ouvrir un nouveau produit. Et dans ce contexte, c'est vrai que sur les régions où on a déjà beaucoup de clients et où il n'y a pas beaucoup de nouveaux logos à aller chercher, en fait, typiquement la France, l'impact du marketing va être beaucoup plus difficile à prouver parce qu'en fait, il va y avoir... Ah oui. Les sales vont dire de quoi ils ont besoin, eux. On a besoin d'événements hyper quali où on va inviter nos clients clés et on va leur présenter des nouveaux produits, etc., etc. Mais ça va être sur des contacts qui n'ont pas forcément été sourcés par le marketing ou alors il y a 1000 ans et donc en fait, ça compte plus vraiment dans notre modèle d'attribution. Donc là, il y a des discussions à avoir. OK, comment on mesure l'influence? Comment on va aller chercher, tu vois, d'autres manières de capturer l'impact? Parce qu'on va pas aller dire aux sales, ah oui, mais ça rentre pas vraiment dans nos targets, donc on va pas vous aider à le faire, en fait. Ah oui. Bien sûr que non. Donc, ça reste très challenging et c'est pour ça que je te dis que j'ai pas de solution miracle et que c'est des discussions du quotidien avec l'équipe, mais c'est essentiel d'aller vers plus de simplicité, de se faire aider. Et le troisième conseil que je donnerais, c'est d'essayer d'expliquer, ça c'est vraiment difficile, mais d'essayer d'expliquer les challenges de l'attribution aux RevOps, aux CEO, aux CRO, sans rentrer dans de la justification. Sans dire, ah non, mais vous pouvez pas me demander ça, je sais pas comment le démontrer, etc. Faut pas essayer de se justifier ou d'essayer de dire, de toute façon, on peut pas le mesurer. Mais il faut quand même donner du sens. Parce que, par exemple, un CEO ou une CRO ou j'en sais rien, ils vont pas forcément avoir toutes les subtilités de... Mais c'est hyper dur de montrer l'impact de ce qu'on fait quand on est dans ce cas de figure-là ou quand on est dans ce cas de figure-là. Donc, il faut pas perdre patience, il faut continuer à évangéliser et essayer de trouver des solutions alternatives qui vont fonctionner dans le cadre de votre entreprise ou de ton entreprise et qui vont avoir du sens chez vous parce que ce sera différent pour beaucoup de boîtes en fait. Et il n'y a pas un modèle, selon moi, qui marche partout. Donc, et en plus, nous, c'est encore plus vrai parce que, comme je te le disais, il y a vachement de disparités régionales. Donc, sur la France, où on a 70% de nos comptes cibles, c'est beaucoup plus dur de montrer l'impact du marketing qu'aux États-Unis où le marché il est gigantesque. On est plutôt... on n'est pas encore... Enfin, tu vois, ça fait que quelques années qu'on est là-bas versus la France où ça fait presque 10 ans. Il y a encore beaucoup de nouveaux comptes à ouvrir et donc c'est facile de dire « Ah ben, on a signé ce nouveau logo ». C'est vraiment le cas d'école. Ça a été sourcé par le marketing, closé par le sales. C'est très facile de montrer. Ça a été créé à tel événement ou par telle campagne. Donc voilà. Prendre en compte ces disparités locales, faire de l'évangélisation en interne, donc bien s'aligner avec l'équipe RevOps, bien s'aligner avec le leadership, se faire aider, avoir des gens qui bossent dessus, dont c'est le métier et l'expertise de bosser dessus pour pas tout prendre soi-même et du coup ne plus apporter de valeur sur des sujets et des missions tout aussi importantes, voire plus importantes, et aller vers de la simplicité. Voilà les conseils que je donnerais, venant de quelqu'un qui n'a clairement pas craqué le truc complètement. Avec beaucoup de... Oui, mais au moins c'est pragmatique et voilà. Et je pense qu'il y a quand même un sujet, c'est
pourquoi est-ce que le sujet de l'attribution, en fait, c'est un sujet dans la plupart des boîtes? Et en fait, c'est on essaye de valoriser la contribution du marketing, mais en fait, il y a des éléments qui sont pas mesurables par des KPI, mais qui montrent de manière évidente l'impact du marketing. Et tu vois, typiquement, ce que tu disais sur, bah, en fait, les sales me réclament un événement, et toi, côté marketing, tu dis, bah oui, mais moi, du coup, l'impact que cet événement il va avoir sur mes KPI, ça va être zéro. Oui, mais en fait, le fait que les sales te demandent un événement, c'est la preuve même de ton impact. Et du coup, parfois, c'est pas un KPI, tu vois, mais c'est des choses qui se passent dans la boîte qui prouvent, tu vois, qui rendent l'impact du marketing évident. Et juste, tu vois, cette espèce de prise de recul de mais attends, tu veux mesurer mon impact? Mais c'est évident mon impact, discuter avec les sales en fait. Bah, souvent, ça règle un peu le problème. Et je pense que souvent, les sujets d'attribution, ils commencent à apparaître quand l'impact du marketing, il devient moins évident. Tu vois, on disait au début dans ta boîte, le 0 to 1, l'impact que tu as, il est évident. Il y a un moment donné, ça devient moins évident. Et donc, c'est là où on commence à te dire, attends, mais attribution, machin truc, tu vois. Mais faut pas oublier qu'il y a quand même des choses qui sont évidentes, comme. Exactement. Et pourtant, si tu arrêtais de les faire, ça bougerait pas tes KPI. Absolument. Et Et ça, c'est tu vois, notamment très très vrai sur la partie. Enfin, et donc je pense que beaucoup de leaders marketing seront d'accord avec moi, mais sur la partie PMM, où en fait, tu vas être game changer en travaillant avec les équipes produits pour aider les sales à vendre mieux, à vendre avec plus de valeur ajoutée, en leur faisant des decks aux petits oignons, en préparant des démos, en faisant des battle cards, en faisant plein de choses comme ça. Alors oui, tu peux toujours trouver des KPI, réduction de la durée du cycle de vente, panier moyen, mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun moyen de directement le lier au fait d'avoir fait une presse bien et est-ce que ton panier moyen va augmenter. Enfin, c'est un peu artificiel selon moi, mais c'est parfois pour se donner, pour quand même dire qu'il y a un KPI derrière. pour rendre scientifique quelque chose qui n'est pas vraiment. Mais la réalité, c'est que c'est une évidence que l'impact, il est juste décisif quand tu vois parfois les presses que les sales peuvent faire, la disparité des pitchs que tu peux avoir en fonction de est-ce qu'un sales est doué ou pas avec PowerPoint, ou bien les discours qui peuvent varier de l'un à l'autre, ça peut être hyper dangereux. Tu vois, imagine que tu as des clients qui se parlent et que tu as des sales qui disent des trucs différents. Enfin, c'est des trucs assez évidents où là, le marketing va avoir ce pouvoir d'uniformiser, de faire monter en compétences des équipes, de travailler avec sales enablement, etc., pour vraiment rendre tes sales meilleurs et plus performants. L'impact, il n'y a pas de débat, mais il est hyper dur à prouver. Donc ça rejoint un peu le point que je te disais, où il faut parler, il faut expliquer, il faut dire, bah, regarde ce qui se passerait si on le faisait pas. Et ça devrait suffire pour justement, comme tu dis, justifier le fait qu'il faut le faire du coup, quoi. Ouais. Mais bon, c'est moins évident effectivement dans des boîtes où tu as des fonds derrière et où tu vas devoir demander des KPI très précises. Donc il faut trouver un... Comme on disait tout à l'heure, il faut porter les métriques business et il faut arriver à démontrer autrement la valeur des activités que tu délivres. Ça peut être aussi à travers des surveys internes où tu vas demander aux équipes commerciales, par exemple, d'évaluer la qualité du service marketing. Enfin, tu peux trouver aussi plein d'autres idées. Tu peux faire des discussions informelles, des séances de feedback, etc. Mais voilà, à la fin, il faut être présent sur les métriques business et aussi sur des choses qui sont un petit peu moins évidentes à capturer, mais qui pour autant apportent énormément de valeur. Oui, mais tu vois, c'est pas évident d'un point de vue chiffre, mais c'est évident d'un point de vue culturel, etc. En fait, c'est ça qui est un peu particulier. Moi, je trouve que c'est la difficulté de notre métier. Ah, mais 100%. Pour moi, c'est vraiment... si tu devais me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est difficile vraiment pour toi au quotidien, c'est vraiment ça. C'est qu'à la fin, quand tu arrives à ta quarterly business review, on regarde les chiffres, quoi. Alors, combien de deals vous avez sourcés? Combien de chiffres d'affaires vous avez rapporté? Oui, mais on a aussi fait ça. Oui, mais en euros, combien? Et voilà, c'est challenging. Ouais, complètement. Mais c'est le jeu pour beaucoup d'équipes aussi. Et donc, encore une fois, il faut savoir... il faut arriver à trouver comment tu t'inscris, comment tu joues le jeu et comment tu essayes aussi d'ajouter peut-être tes propres règles en proposant d'autres choses et en montrant, en mesurant ta valeur d'une autre manière. Ouais. C'est vraiment un challenge. Ah oui, complètement. Sur le sujet des challenges, c'est quoi les prochains challenges Ouais, bah écoute, je dirais celui-là qui est toujours sur la table. Donc continuer à avoir de l'impact et à trouver toujours des manières plus créatives et pertinentes de mesurer l'impact, sans pour autant
sortir de l'opérationnel et de là où tu as besoin d'être. Je pense que ça reste pour moi un gros challenge. Là, donc, on a sorti du coup notre nouveau coach IA. On a annoncé notre nouveau coach IA en février avec un énorme lancement produit multi-city, multi-channel, etc. Donc, ça a mobilisé l'équipe pendant des mois et c'était un peu un big bang. Ça s'est super bien passé. On est hyper content de l'impact. Maintenant, c'est comment on maintient le momentum pour continuer d'accompagner en fait toute la phase de lancement jusqu'au moment où le produit sera effectivement disponible. Parce qu'en fait, on a fait une annonce produit, on a des groupes qui bêta-testent et qui donnent plein de feedback, etc. On a quelques clients qui sont déjà engagés avec nous, mais le véritable lancement du produit, il est en juin. Donc, comment tu continues d'accompagner en fait entre février et juin toute cette période de préparation et de garder l'impact, le momentum, etc. Qu'est-ce qu'on va faire en juin pour refaire une autre annonce qui sera totalement différente de celle qu'on a déjà faite, avec plus du tout le côté surprise et l'effet waouh, mais qui doit quand même apporter encore de la valeur. Et voilà, et comment on accompagne aussi d'un point de vue, je dirais, positionnement, l'évolution de la boîte qu'on est, de coaching individuel, coaching collectif humain, à toute cette dimension IA. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont dans cette situation-là aussi. L'IA devient de plus en plus... on ne serait pas un vrai podcast si on n'avait pas parlé d'IA un peu quand même. L'IA devient quand même de plus en plus... prend une place énorme dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Dans certaines, c'est un peu une seconde nature et c'est comme une évidence. Pour nous, c'est différent parce qu'on doit quand même, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais garder toute cette partie humain du coaching et ne pas renier ça, et c'est pas du tout notre intention, mais en même temps dire, il y a aussi maintenant cette voie technologique qui est très différente, qui a quand même de l'impact. Comment est-ce qu'on distingue bien les use cases? Comment est-ce qu'on identifie tu vois, là, il y a un gros enjeu product marketing. Comment est-ce qu'on identifie à quel client on va continuer à pousser le coaching one-to-one, à quel client on va pousser plutôt le coaching IA, dans quel cas est-ce qu'on peut combiner les deux, comment les offres se répondent, etc. Donc ça va être un challenge aussi. On y travaille activement et c'est super intéressant. Trop bien. Merci beaucoup, Leslie. Merci à toi. Merci d'avoir partagé tout ça. Donc, pour les personnes qui veulent... c'est quoi le call to action final? On les envoie vers CoachHub, en fait, pour qu'ils puissent pour montrer un peu la contribution du marketing. Et voilà, allez-y, cliquez. Alors, ne cliquez pas sur les ads, mais cliquez, cherchez CoachHub et allez voir le site. Faites-nous votre retour sur le rebranding. Bon, c'est top. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode. N'oubliez pas le partage, le like, le commentaire, tout ça. Et puis, on se voit au prochain épisode. Ciao! Merci. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!